J'ai une question tout à fait intéressante. En fait, elle s'adresse à Jean, mais c'est moi qui vais répondre pour l'instant. Vous avez parlé de sanctions utiles qui font grandir les jeunes. Auriez-vous des exemples? Alors, je fais un peu référence à la conférence de l'année dernière qui avait été faite par Jean-Marie Petitclerc qui parlait de sanctionner sans punir. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la sanction va signifier que ce qui s'est passé n'est pas bien, mais on ne cherche pas chercher à humilier la personne. La sanction est toujours proportionnée à ce qui s'est passé. Et surtout, la sanction, elle a deux objectifs. Elle va permettre au jeune de comprendre que ce qu'il a fait est grave, et elle va surtout lui permettre de, réparer ce qui a été fait. Et par exemple, si dans les exemples que nous avons pris, il a pu imposer par exemple à un jeune de danser tout nu devant les autres, il va falloir peut-être qu'il lui écrive une lettre où il va s'excuser en disant voilà, je n'ai pas réalisé ce que je t'ai demandé, je t'ai humilié, je n'aurais pas dû. Enfin voilà, je pense que ça c'est un acte, c'est une sanction, c'est-à-dire qu'effectivement il faut écrire la lettre, c'est pas très drôle, c'est pas facile, et en même temps elle va être réparatrice puisque c'est dans une démarche de réparer et de s'excuser auprès de la personne qui est considérée comme, qui est réellement une victime. Je prends la main ici aussi sur la question. La première chose qui fait l'utilité de la sanction, si vous m'avez suivi, c'est que s'il n'y a pas de sanction, la parole qui a été donnée, l'interdit, est complètement décrédibilisée, puisqu'une parole a été donnée qui fait exister une séparation entre l'autorisé et le non autorisé, le geste a franchi et rien ne se passe. Donc s'il n'y a pas de sanction, c'est comme si la parole n'était même pas crue par celui qui l'avait dite. Donc la sanction est utile d'abord parce qu'elle fait exister la force de la parole. Et puis la deuxième chose, c'est que le plus souvent dans les cas qu'on a pris, c'était tous les cas. Mais le plus souvent, même dans la vie scout, quand il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu, correctement, une personne a été lésée. Il y a eu une victime. Si vous ne sanctionnez pas l'auteur, la victime ne se sent pas reconnue comme victime, ce n'est pas grave. Vous l'avez remarqué, y compris dans notre Église. Quand il y a eu des gestes extrêmement graves qui ont eu lieu, et que, pour des raisons qu'on peut comprendre, une personne a été pardonnée, mais sans qu'une sanction ait été faite, donnée d'une manière ou d'une autre, la victime a l'impression de ne pas du tout avoir été prise au sérieux. C'est comme si le fait n'avait pas eu lieu. Qu'est-ce qui va faire, comme on l'a dit, que la sanction sera utile? C'est que la sanction permettra à la personne de prendre conscience et de se restaurer dans son humanité. Souvent, quand vous ne sanctionnez pas quelqu'un, la personne n'a pas le sentiment qu'on lui a vraiment pardonné, qu'elle a pu rentrer vraiment dans le groupe qu'elle a abîmé. Comment aborder le sujet de l'homosexualité et principalement si un jeune est concerné? C'est la question qui est posée. Where is the problem? L'homosexualité, je veux dire, c'est une réalité. Je ne vous l'apprends pas. Voilà. Ce qu'on a dit au début, du respect inconditionnel de la personne là où elle en est, de l'accompagnement de la personne là où elle en est, joue fondamentalement pour cette question-là. Comment est-ce que, par rapport à cette question, j'aide la personne à grandir? Comment je ne l'enferme pas dans cette homosexualité, qui n'est pas forcément un destin? On le sait bien, on ne va pas vous faire à cette heure tardive tout un cours sur la pulsion sexuelle. Ce serait d'ailleurs très intéressant.
Freud dit bien que les pulsions sexuelles sont grandement indéterminées, pendant longtemps, qu'elles peuvent donner lieu à de l'ambiguïté, avec la possibilité pour la pulsion, pour le désir, de se focaliser d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on aide le désir à prendre conscience de lui-même et à s'orienter vers ce que veut la personne dans sa liberté d'adulte en train de se construire? C'est ça qui va être fondamental. Et nous savons bien que si le jeune a l'impression d'être jugé, d'être culpabilisé, d'être considéré comme un monstre parce qu'il découvre en lui de l'attirance pour un garçon alors qu'il est garçon pour une fille, alors là, il y a toutes les chances pour que la pulsion se bloque, que la maturation ne se fasse pas. Et puis, nous le savons bien, si dans le destin d'un individu, eh bien, cette homosexualité se déploie dans la vie d'adulte, comme a dit quelqu'un de beaucoup plus grand que nous, qui sommes-nous pour le juger? Si ça scandalise certains, n'hésitez pas à répondre, y compris sans papier. Mais sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça impliquerait? Nous sommes responsables d'une bonne nouvelle à donner. Nous croyons qu'il y a une bonne nouvelle dans la vie de couple qui permet, hommes et femmes, l'ouverture à une vie féconde. Mais on sait bien qu'il y a des tas d'autres manières de vivre sa liberté. Et du coup, chacun d'entre nous a à être, par rapport à ces questions, à la fois dans une grande exigence et dans une grande vérité, et dans une grande bienveillance. Il faut que le mouvement scout, il faut que les églises chrétiennes soient des lieux où les personnes se sentent accueillies inconditionnellement comme elles sont, et que ces personnes soient accompagnées dans un chemin de croissance, et qu'elles trouvent devant elles des personnes qui incarnent un chemin de haute humanité. C'est ce qu'on a à essayer d'être, les uns et les autres. J'arrête là, mais je ne sais pas, toi, dis quelque chose là. Il faut qu'une femme dise quelque chose. Attends, mais je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses. Je voulais aborder une autre question. Là, on a trois cycles là-dessus, sur des problèmes de louveteaux qui confient, plus jeunes, enfin plus âgés, c'est pas très grave, qui confient à des chefs des choses qui se passent dans sa famille. Et quand est-ce qu'on fait appel alors là, on m'a mis 116, en fait, c'est 119, mais enfin, c'est pas grave. Enfance en danger. Alors, c'est vrai que les camps sont quand même des circonstances où il y a beaucoup de confidences qui peuvent arriver aux oreilles des chefs, et d'ailleurs, c'est souvent là-dessus que nous sommes appelés l'été. La première chose à faire, c'est de croire l'enfant. Donc, c'est important. Il faut le croire, il faut le faire parler, il faut le faire exprimer. Éventuellement, nous ne sommes pas là pour enquêter, tout dépend de ce qui se passe. En fait, quand il y a des problèmes de violence sexuelle ou autre en famille, on est l'enfant est en danger, donc là, je dirais que la question ne se pose même pas. On est obligé de dénoncer les violences faites aux enfants. Donc, si vous voulez avoir des conseils plus précis, vous appelez le 119. Ils sont là en permanence, vous les appelez à n'importe quelle heure, ils sont formés pour ça et ils vous diront si oui ou non il faut saisir le procureur de la République, ou si oui ou non il faut faire une enquête sociale. Voilà, ça c'est la première chose, il faut le faire de suite pour être tranquille. Si on n'est pas dans une situation d'urgence ou de maltraitance, il faut discuter avec l'enfant, il faut l'écouter, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans sa famille. Là, c'était l'histoire d'un enfant qui disait qu'il était battu par son frère. Donc il va bien falloir trouver un moyen pour en parler aux parents, d'une manière ou d'une autre. Donc réfléchir avec l'enfant, comment en parler à ses parents, comment est-ce qu'il pourrait être écouté, voilà, pour mettre fin un petit peu à ce qui se passe. Donc je pense que la première chose, c'est d'écouter. Après, quand vous êtes embêté, vous pouvez toujours nous appeler, on est là et on essaiera de trouver une solution ensemble. Il ne faut jamais rester seul sur ce genre de situation-là, c'est aussi très important. On est submergé. Une question que j'adore parce qu'elle dit toute la délicatesse de celui qui l'écrit et en même temps répond un peu à la question qu'il pose. C'est bien. Comment, en tant que parent,
accueillir les relations amoureuses naissantes de nos enfants en tenant compte du fait de ne pas déborder vers l'intime, mais de rester à l'écoute et en respectant la volonté de la pudeur de chacun ou de... Voilà, j'arrive pas bien à déchiffrer. J'aime bien parce que vous voyez, il y a accueillir, j'aime bien le mot d'accueillir. Accueillir. On est parents, on a des enfants, on les voit vivre, c'est le meilleur de nous-mêmes. Et on voit qu'ils découvrent les autres, ils s'engagent dans des relations qui parfois nous donnent plein de bonheur, parfois nous font peur, parfois nous font dire qu'ils se mettent en danger. Et comment est-ce qu'on fait pour respecter la juste distance et en même temps montrer qu'on les aime? C'est ça la question. Alors moi je dirais d'abord, très souvent, parents, nous ne sommes pas les mieux placés par rapport à cette question-là. D'où l'importance de mettre sur le chemin de nos enfants des interlocuteurs potentiels. C'est souvent les grands-parents qui sont plus informés que les parents. Les jeunes adultes se confiant plus facilement à eux, parce que parents, nous incarnons parfois, malgré nous, des figures d'autorité. Ils ne veulent pas nous faire de la peine, etc. Mais ça peut être des chefs scouts, ça peut être des éducateurs, ça peut être des prêtres. C'est fondamental d'être dans un réseau dans lequel il va y avoir des adultes référents, des belles personnes différenciées. Ça peut être aussi les grands frères et sœurs, etc. Bien. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les parents sont mis sur terre, moi je me dis ça, uniquement pour une chose, aimer leurs enfants. Qu'il y ait un lieu où l'enfant puisse revenir quand il ne mange que des gousses, comme dans l'enfant prodigue. Qu'il sache que là, il a des gens qui l'aiment inconditionnellement, qui l'accueillent inconditionnellement. Homosexuels, multiples récidivistes de l'amour, déçus, tout ce que vous voulez, mais que le parent est là pour ça. Mais que du coup, dernière chose, que cet amour que nous montrons à nos enfants, et que nous montrons plus par des gestes, plus par la vie que par des paroles, nous autorise, parents, quand nous avons le sentiment que nos enfants vont dans le mur, à leur dire, avec la plus grande délicatesse, non pas « tu vas dans le mur », parce qu'on ne le sait pas toujours, mais ta mère et moi, on a vraiment l'impression que tu es en train d'aller dans le mur. Parce que ça, on ne ment pas quand on dit un sentiment. Ta mère et moi, on a du souci pour toi. Voilà. Et si, par ailleurs, vous lui avez montré que vous l'aimez, je pense que son oreille s'ouvre un peu. C'est la pédagogie de Dieu dans la Bible. Je montre d'abord à l'homme que je l'aime, je le sauve d'Égypte, et à ce moment-là, j'ai le droit de lui parler de la loi qui donne la vie. Mais si je dis la loi qui donne la vie, avant d'avoir montré de manière indiscutable à l'autre que je l'aime, je l'enferme dans sa culpabilité. Et du coup, il sort de chez moi tout triste, parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas s'en sortir, et parfois ça donne lieu à des choses très graves. Le sentiment qu'on a déçu nos parents. Un jeune relate à un chef quelque chose de non autorisé au sein des scouts, alcool, drogue, car une relation de confiance s'est installée. Il demande au chef de garder le secret. Comment gérer? J'adore. Ça, c'est du poison, le secret. Enfin, moi, je trouve. Il faut que ça soit clair, partout, sauf le confessionnal. Que
si un jeune est gravement mis en danger, secret, pas secret, ça ne tient pas. Parce que vous vous rappelez, j'ai commencé comme ça. D'abord la victime, avant le coupable. Et donc si tu me demandes de porter le secret, il y a ça dans un film magnifique, La loi du silence, hein, si tu me demandes ça, non, je suis désolé, non. Et on l'a dit avant. Non, ça ne vaudra pas le secret. Si au contraire c'est, pour l'instant, comme tu disais tout à l'heure, on se met d'accord, on n'en parle pas tout de suite aux parents, parce que ça n'a pas un caractère de gravité tel que ça tombe sous les effets de la loi, etc., etc., à ce moment-là, ça peut avoir du sens de garder pour un certain temps un secret. Mais l'idée d'un secret qu'on demanderait et qui deviendrait inconditionnel, c'est affreux. N'entrons pas dans ce jeu-là. Enfin, moi, je me suis toujours refusé. Quand quelqu'un me dit « Je te dis un truc, mais tu garderas le secret », je dis « Ben, ne le dis pas. Je ne veux pas le savoir. » Non, mais c'est vrai. Vous savez que c'est toxique. Hein. Et il y a eu des moments, vous le savez bien, y compris dans l'histoire de l'Église, où il y a eu des mélanges entre le secret du confessionnal et ce secret pensé de manière très large qui conduit à être complice d'un crime et à ne plus penser à la victime. Tu as une question à toi ? J'ai une petite question là sur le problème de pratique sexuelle pendant un camp d'été de scout qui s'est passé sous la tente, évidemment, et l'information remonte plusieurs mois après. Donc la maîtrise a changé, certains jeunes sont devenus pionniers, d'autres ont quitté, et bref, on ne sait plus comment faire. Ben, je vous dirais que moi non plus. Parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On laissait au moment où on ferme les mags du camp, donc on ne peut plus rien faire parce que tout le monde part. Et puis il y en a qui partent à l'autre bout du monde, et enfin vraiment on ne peut pas gérer. C'est très ennuyeux. Parce que c'est vrai qu'il se sont passées des choses graves et qu'il n'y a aucune raison que l'on ne traite pas ces choses graves qui peuvent avoir des conséquences sur des jeunes victimes ou ceux qui ont fait aussi. Donc je dirais que là, on fait comme on peut. J'ai pas de solution miracle. On essaye. Mais voilà. Ça fait partie de nos limites et nous n'y pouvons rien. On peut prier peut-être. Comment accompagner un jeune qui doit répondre par la violence pour se défendre ? Cela le rend mal à l'aise d'avoir à recourir à la violence. On parlait tout à l'heure de frères qui se bagarraient, de situations comme ça. Rien de mystérieux dans ma réponse. Hein. D'abord, on accueille ce qu'il dit, on l'écoute, on le comprend, et lui comprend qu'il se sent compris. Parce qu'il y a des situations parfois inextricables, y compris dans la famille. Puis on essaie de comprendre ce que c'est que cette violence. À quelle violence répond-il par la violence ? Et si cette violence est une violence qui vient d'adultes, alors que lui est un enfant, alors, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du signalement qu'on doit faire. En prenant conseil auprès du responsable de groupe pour savoir ce qu'il en est. Parce qu'on n'en a pas parlé. Peut-être qu'on aurait dû en parler. Dans toutes ces questions de sexualité, surtout chez les jeunes, il y a une question aussi de fantasme. C'est-à-dire que la question de la vérité n'est pas toujours si évidente que cela. Quand un enfant dit quelque chose concernant ces questions-là, ça peut être quelque chose de vrai, ça peut être quelque chose de complètement faux, ça peut être quelque chose que l'enfant croit vrai, sans que ça soit vrai. Parce que toute une dimension de fantasmatique apparaît. Je vous conseille par exemple de lire ce qui s'est passé dans l'affaire d'Outreau, par exemple, où on voit qu'il y a eu un phénomène très très étonnant de fantasme généralisé qui a donné lieu de la part des adultes à des peurs énormes face à des choses qu'on croyait vraies, etc. Et du coup, ça a donné lieu à des erreurs judiciaires en série. Donc cette question de la vérité doit toujours être en arrière-plan. Il y a un principe de prudence et de précaution qui fait que je dois faire comme si c'était vrai, avec la présomption d'innocence, parce que c'est plus grave si c'est vrai que si c'est inventé.
Mais je dois garder en tête l'idée que ce qu'il me dit n'est pas forcément vrai et que aucun d'entre nous, ici, là, ne sommes des juges. Et que du coup, quand on est devant des choses qui renvoient à la justice et qui méritent une procédure un peu rigoureuse, là, on passe la main. Et c'est très bien de passer la main. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si, tout à fait. Justement, ce que je voulais dire sur ces situations-là, il est évident que nous n'avons pas de rôle d'enquête à faire. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça en France. Profitons-en. On peut aussi, dans le cadre du 119, mettre en place la procédure d'enquête sociale. C'est-à-dire notamment, là, quand on parlait de gens d'enfants qui sont un peu maltraités chez eux, sans que ce soit des violences sexuelles, il peut tout à fait, à force de signaler ça au niveau du département, on déclenchera une enquête sociale qui sera faite par des assistants sociaux, des éducateurs à l'école, etc., pour essayer de voir si oui ou non il y a un problème de danger dans cette famille. Mais ce n'est pas notre rôle. Nous, on ne fait que dire et nous ne faisons pas, on ne peut pas. Encore 2 questions. Alors la première, très vite. Ne pas intervenir ou attendre 3 jours pour le faire alors que le camp dure 6 jours, ne risque-t-on pas de gâcher le camp des autres en plus d'enliser la situation? Yes. Ça va? C'est court? Non mais c'est vrai, je crois qu'on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit il faut attendre, etc. Il faut maintenir le contact avec le jeune, etc., l'accompagner. Mais il y a des cas dans lesquels on est bien d'accord. Si la situation par rapport aux autres et à la vie collective implique qu'on mette à l'écart quelqu'un qui met le bazar ou qui a fait quelque chose de très grave, il faut prendre la décision. Oui. Oui, quand je disais, si je reprends, il me semble que c'était par rapport à l'exemple, par exemple, d'une séance de masturbation collective, on fait mettre fin à cette situation-là immédiatement. Par contre, vous n'arriverez pas à faire discuter des jeunes qui sont finalement dans l'excitation liée à ce qu'ils viennent de faire, alors qu'il est 10h du soir ou 11h du soir, parce qu'en général, ça se passe à ce temps-là et non pas à 9h du matin, ça ne sert à rien, vous n'arriverez rien à tirer de ces jeunes-là. Il faut faire en sorte qu'ils puissent s'endormir, et c'est seulement le lendemain qu'on va revenir dessus. On ne va pas attendre non plus 3 jours, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est des choses qui doivent être faites relativement vite. Voilà, après il y a une petite question intéressante. Comment faire parler un enfant de ses ressentis? Parce qu'effectivement, on en a parlé et on a dit que c'était important qu'il puisse dire ce qu'il ressent. Alors, je dirais que cela dépend de l'âge. Et puis, on peut avoir des outils. On peut avoir des outils, il y a le jeu, on est chez les scouts, donc on joue, et je pense que dans le jeu, on peut exprimer beaucoup de choses. Vous avez des jeux animatifs, par exemple, ce qu'on appelle des photolangages, où on choisit une photo, et autour d'un thème, d'une question, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, par exemple, et chacun va choisir une photo et va décrire pourquoi, ce qu'il voit dans cette photo, ce qu'il ressent, et pourquoi c'est ça qu'il a envie de faire plus tard. Voilà, c'est une manière de lui faire exprimer des ressentis. Ça peut être un dessin, et je vous conseille quelque chose d'extraordinaire. C'est le jeu nom et genre, notamment qui permet aux jeunes de parler autour de ces questions-là et d'exprimer leurs ressentis.